Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, retour des épisodes avec invités, après 2 petites semaines où j'ai passé seul au monde avec mon podcast. Des bons épisodes d'ailleurs, si jamais vous avez envie de connaître davantage comment l'IA générative peut aider les PME au Québec. Je vous invite à écouter l'épisode avec les 7 cas d'utilisation, qui est l'épisode le plus populaire à vie du podcast. Sinon, cette semaine, Alexandra Martel, super intéressante. C'est quelqu'un que j'avais envie d'avoir sur le podcast depuis longtemps. Elle publie beaucoup sur le sujet de l'intelligence artificielle dans le monde de la rédaction. La rédaction, c'est large. Dans son cas, c'était, et c'est toujours en fait son métier, mais nous rédigeons tous des courriels, des publications sur LinkedIn au besoin. Donc, c'est assez intéressant de voir sa vision relativement à ça en tant que professionnel. Aussi, Alexandra a beaucoup d'expérience parce qu'elle a commencé à utiliser les outils BC, donc Before ChatGPT. Ce qui fait que c'est une des personnes avec le plus d'expérience pour la rédaction de contenu assisté par intelligence artificielle. Aussi, Alexandra utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Elle nous disait que en général, elle va utiliser jusqu'à 22 fois par semaine en moyenne des conversations avec ChatGPT. Et souvent, ce sont de très longues conversations, donc on peut comprendre qu'elle est une super user de cet outil-là. On parle également de l'avenir de la rédaction, de sa vision du métier. Aussi, on parle de comment elle a été capable de monter une application sans un background technique. Là. Elle avait un petit peu codé quand elle était jeune, mais grâce à l'intelligence artificielle, elle a été en mesure de faire tout ça. Et finalement, on finit avec une petite réflexion, excusez-moi, euh, par rapport à l'avenir. Quel avenir nous réserve? Est-ce qu'elle est plus pessimiste ou euh, positif, positive? Euh, je vous laisse le découvrir dans cet épisode qui est hyper intéressant. Donc voilà, c'est l'épisode de la semaine et je vous dis bonne écoute. C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Salut Alexandra, comment ça va? Ça va super bien, toi, Charles? Ça va super bien, merci. Écoute, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir comme invité cette semaine sur le podcast et j'aimerais ça commencer par une question qui me ronge depuis longtemps. Je voyais tes posts. Est-ce que c'est toi qui as inventé le terme promptogénie? C'est GPT et moi. Ah, voilà, c'est encore mieux. Est-ce que c'est une bonne réponse? Tu veux savoir l'inspiration vient d'où? Ben oui, ben oui, ben En oui, ben fait, oui. quand ils ont annoncé la sortie de GPT-4, ils ont Peut-être fait tu peux une... dire avant, c'est quoi la promptogénie, parce que nous, Ah oui, on oui. sait ce que c'est, là, mais Alors, la promptogénie, c'est le terme francophone, le néologisme que j'ai inventé avec GPT pour remplacer prompt engineering, qui est bien sympathique comme terme, mais un peu difficile à prononcer pour les locuteurs francophones. Et ouais. en gros, j'ai eu l'idée de créer un néologisme parce que je suis tombée sur une page qu'OpenAI avait fait pour mettre en valeur l'utilisation qu'ils avaient fait de GPT-4 en Islande. Donc, GPT-4 s'exprime super bien maintenant en islandais, ce qui n'était pas le cas avec la version 3.5 parce qu'ils ont travaillé de près avec le gouvernement islandais pour qu'ils soient en mesure de le faire, pour préserver la langue, tout ça. Puis ils parlaient du fait que la langue islandaise, un peu comme au Québec, il y a beaucoup de néologismes qui sont créés. Et savoir qu'il y avait des linguistes en Islande qui se servaient de GPT, ça m'a comme inspiré. Je me suis dit, hey, moi aussi, je pourrais essayer de créer un néologisme avec ChatGPT. J'écrivais mon guide sur l'AI et je voulais quelque chose de plus accessible que prompt engineering et on est arrivé à promptogénie ensemble. C'est très, très cool comme terme. Puis,
Ben, tu sais, premièrement, je pense que tu peux dire que c'est toi qui l'as inventé. Là. Honnêtement, pour moi, GPT, c'est un outil, puis Je si tu suis assez d'accord. l'utilises, ouais, c'est ça. C'est comme si tu Surtout que l'avais. c'est quand même une longue. C'est pas une discussion de 15 minutes avec ChatGPT. C'est vraiment une Ouais, c'est conversation de ça. 4 heures avec ChatGPT. Non, c'est ça, j'ai trouvé ça assez, j'allais dire clever, mais on va essayer de parler plus français. J'ai trouvé ça assez cool, assez bien de voir ce terme-là. J'ai super aimé ça. Puis, pourquoi t'as. Parce que j'imagine à un certain point, tu es arrivé avec genre de l'ingénierie de prompt, là, ou C'est même très exactement rapidement. ça. Ouais. En fait, je voulais garder la référence au génie. Donc, le côté ingénierie, le côté, tu sais, l'ingénierie, ça vient avec l'idée que les prompts sont assez nuancés, complexes, qu'on peut aussi, puis je pense que c'est beaucoup le cas, moins en écriture, là, mais quand tu veux, par exemple, solutionner des équations mathématiques avec GPT, ça prend quand même du bon prompt engineering. Ouais. Donc, je voulais garder cette idée-là de génie. Puis en même temps, je voulais garder le mot prompt parce que même si c'est un mot anglophone, il est compris par les gens qui s'intéressent déjà à l'IA. Fait que je trouvais que promptogénie, c'était bien parce que c'est un terme, oui, qui sonne francophone à cause de la forme du mot, de la morphologie du mot qui est très francophone, mais quelqu'un qui connaît déjà l'IA va instinctivement comprendre ce que c'est, en fait. Et j'adorais ça. Et surtout, le terme aussi des gens qui pratiquent la promptogénie, ce sont des promptogénistes, ce qui est Ah! épicène. Fait que c'était un de Parfait, mes critères parfait. aussi. Je comprends. Puis, es-tu arrivé avec à un certain point une traduction pour prompt, puis tu décides de la Pas laisser encore. tomber? Non? Moi, j'utilise encore prompt. J'ai Ouais. vu catalyseur, j'ai vu invite, j'en vois toutes Ouais, sortes, ouais, mais je trouve qu'il n'y a rien qui équivaut encore au mot prompt. Puis, on comprend assez bien instinctivement c'est quoi un prompt en français à cause qu'on a des mots un peu reliés quand même, le prompteur qui dit des phrases C'est vrai, c'est genre qu'on doit lire téléprompteur, après. ouais. Là. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose quand même dans la racine du mot qui le rend pas si désagréable à utiliser, je pense, pour les francophones. Puis moi, je ressens pas le besoin de le remplacer tant que j'ai pas trouvé un remplacement meilleur. Puis probablement que ça va rester de toute manière dans le langage populaire comme, en même temps, un chat. On peut dire clavardage, mais la majorité des gens Ouais, vont c'est ça qui est utiliser ça. intéressant aussi avec les néologismes, c'est que il y en a qui survivent parce qu'ils sont bons puis ils sont utilisés, puis il y en a qui disparaissent. C'est Courriel au Québec a une super belle vie encore. Euh, Ouais. mais justement, clavardage a comme moins pogné, tu sais. Un peu moins, un peu moins, Ouais. un peu moins. Puis effectivement, on l'utilise pas vraiment, mettons, mail. J'ai vu en France qu'ils utilisaient MEL, mail, mais c'est genre message électronique. En tout cas, c'est un. C'est En tout drôle, cas, ça. ouais, ça, je trouve ça assez. Je trouve ça assez drôle. Je ferais un passage vers justement, c'est quoi, comment tu as découvert l'IA? C'était quoi tes premiers essais avec ça? Peut-être tu peux aussi nous dire un peu ton background pour les gens qui te connaisseraient pas. Là. Absolument. Donc, moi, j'enseigne la rédaction persuasive, le copywriting, entre autres. J'ai aussi publié un livre qui s'appelle Ajoute un zéro aux éditions Saint-Jean, où j'explique comment fixer tes prix à la valeur quand tu es pigiste. Je vends des formations en ligne. J'ai un bac en droit, sinon, fait que ça n'a pas vraiment rapport. Je suis une personne qui a quand même des intérêts variés. Mais en droit, Et beaucoup de rédaction, non? Quand même, lecture, oui, rédaction. Ouais. oui, en effet, la grande majorité des avocats ne plaident pas d'ailleurs à la cour nécessairement et leur travail, c'est d'écrire des notes de recherche bien argumentées. Donc, ouais, définitivement beaucoup d'écriture en droit aussi. Euh, mais voilà, puis je suis connue dans mon entourage, autour de moi, pour être ce qu'on appelle une early adopter. Donc, je vais souvent être la première personne dans mon entourage à adopter avec enthousiasme les nouvelles technologies et ce, depuis que je suis très jeune. Ça a toujours été comme ça. Donc, quand j'ai commencé à entendre parler de GPT, je m'y suis assez rapidement intéressée. Puis dès qu'il a commencé à avoir des wrappers, donc Jasper, anciennement Jarvis, Copy.ai, tout ça pour les copywriters, je l'ai commencé à interagir et à jouer avec ça. À l'époque, par contre, je ne mettais pas encore mes mains dans l'API. Ouais, J'avais mon compte et tout, mais même l'interface dans le playground, c'était encore un peu trop épeurant pour moi, je te dirais. bon. Euh, mais tranquillement, j'ai gagné en confiance. Je me suis mise à l'utiliser vraiment beaucoup. Je fais un pitch à ma maison d'édition pour écrire un livre sur l'AI et la rédaction il y a plus qu'un an, OK. qui à l'époque a été refusé parce que ma maison d'édition m'a dit c'est trop niché puis c'est pas encore assez un sujet d'actualité. Et Fait après ça, on se que, demande pourquoi des fois les maisons d'édition
manque des opportunités d'affaires. Parce que juste Ah pour ouais, je mettre les trouvais gens ça en délicieux. contexte, ces outils-là que tu parles, Jasper, anciennement Jarvis et autres, sont sortis avant ChatGPT. Et Ouais, quand tu parles d'un rapper, c'est qu'il allait se connecter directement à l'API, puis il y avait des prompts jusqu'à un certain point pour t'aider à rédiger. Là. On ne connaît pas la exactement. tech, mais Puis ça. l'interface utilisateur aussi était plus agréable, tu sais, ressemblait un peu à un Google Doc, par exemple. Mais c'est certain que quand ChatGPT a été révélé au public, accessible à tous, en fait, ça a un peu coupé l'herbe sous le pied à tous ces rappers-là. Donc, moi, ça fait 3 ans à peu près que j'écris avec l'IA, si on compte Jasper et toutes ces expérimentations-là. Et j'utilise ChatGPT depuis le début. J'ai fait ma moyenne, en sachant que je m'en venais sur ton podcast, j'ai fait ma moyenne de conversation avec GPT par semaine parce OK. que je trouvais ça très drôle et c'est 22. Ah, c'est bon, c'est comme 3 par jour à peu près. Là, Ouais, c'est sur les 3 derniers mois, là, je suis à 22 conversations par semaine avec GPT. pas mal, pas mal. Fait que ça t'a commencé comme ça avec les outils qui se connectaient à GPT-3, sûrement Ouais. DaVinci, whatever, le modèle dans le temps. Après ça, tu as sauté directement dans le bain de ChatGPT. Et ça a été quoi tes premiers cas d'utilisation de ChatGPT? Tu as fait directement de la rédaction ou? Moi, c'est certain que c'est la rédaction qui m'a intéressée en premier. Je le dis souvent dans mes formations, puis ça fait rire les gens, mais moi, je suis une rédactrice qui déteste écrire, hein. Ce qui m'intéresse du copywriting, c'est comment les humains prennent des décisions, comment est-ce que je peux influencer ces décisions-là. J'aime beaucoup communiquer aussi, j'ai des idées, puis j'aime ça dire ce que je pense. Mais écrire en tant que tel, c'est pas une activité que je trouve le fun, là. Je suis vraiment pas poète. Je ressens pas un plaisir fou à écrire, à part certains moments du texte. Tu sais, j'aime beaucoup écrire l'introduction. J'aime beaucoup trouver les phrases punch qui vont vraiment capter l'attention. J'aime raconter des anecdotes, mais toute la poutine entre tout ça, fait que conclure mes textes, faire les transitions entre mes idées, mes paragraphes, mais c'est des tâches que je trouve ingrates et très, très, très souffrantes, en fait. Donc, moi, la première chose que j'ai commencé à faire avec l'IA, c'est pallier à ces tâches-là de rédaction que j'aimais moins. Donc, Ouais. vraiment, par exemple, j'avais beaucoup d'articles de blog, 95% écrits, mais j'ai jamais écrit la conclusion parce qu'écrire une conclusion, je trouve ça tellement plate. Puis là, de pouvoir faire compléter tous mes espèces de brouillons que j'avais par GPT, c'était assez magique. Même avec GPT-3, ça fonctionnait déjà plutôt bien, tu sais. Ouais. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis maintenant, mon utilisation est assez intense, là. Tu sais, j'avoue que là, c'est plus juste quelque chose dont je me sers pour nécessairement terminer un texte. C'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup pour mettre en chair mes idées, euh, ajouter de l'humour à des textes, des fois paraphraser des choses. Bon, il y a toutes sortes de tâches que je peux faire, mais j'ai vraiment identifié dans mon processus d'écriture où est-ce que j'ai des faiblesses puis des choses qui sont plus difficiles pour moi. Puis c'est à ce moment-là que je vais déléguer à l'IA certains passages. Je comprends. Est-ce que tu es plus le type de personne pour qui ça t'aide à raccourcir ton temps de rédaction ou ça augmente la qualité de ce que tu fais à temps égal, tu penses? Les deux. Les deux. OK. Je pense que ça augmente quand même beaucoup la qualité. Tu sais, je pense à mon guide, par exemple, sur l'IA, qui est probablement mon morceau de contenu préféré que j'ai fait cette année. Je suis en train de publier tranquillement là, une partie à la fois là, quand j'ai le temps d'intégrer des bouts sur mon site web. Mais ce texte-là, il doit avoir au moins 50 heures de travail au moment où on se parle dedans. Il a entièrement été travaillé avec ChatGPT. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, oui, j'écris des passages, mais j'ai des conversations, j'ai plusieurs conversations en cours en lien avec ce guide-là, avec l'IA, où j'allais, par exemple, euh, lui demander de contre-argumenter ma position, Ouais. puis ce genre de choses-là, pour aller vraiment approfondir mes idées, mon contenu. Puis ça, je trouve ça génial, là, parce que moi, je sais pas si tu connais un peu là, les types de personnalités, puis tout, c'est pas important, mais moi, j'ai un type de personnalité qui est très, j'aime beaucoup débattre, j'aime beaucoup m'obstiner, puis des fois, c'est rough. Tu sais, il faut souvent que je retienne cette partie-là de moi parce qu'il y a des gens qui voient ça comme se chicaner ou qui se sentent offensés un peu quand tu te mets à les questionner. Puis j'aime beaucoup Ouais. le fait que je peux parler très sèchement et très bête à GPT. Le côté avocate là, qui Ah de. ouais, vraiment, là. C'est comme un bon avocat du diable quand tu lui demandes de l'être Ouais, c'est pour ça. Tu peux t'aider à demander, approfondir tes affaires. tu peux prendre une pièce de contenu, demander qu'est-ce qui fait que c'est bien, qu'est-ce qui fait que c'est moins bien, puis il peut te sortir tous les points Moi, je d'un dis souvent, côté comme de l'autre. argumente le contraire.
Ouais, ouais, c'est ça. copie-colle mon texte, argumente le contraire. Puis, tu sais, c'est vraiment c'est très, très, très formateur, vraiment agréable. Puis, Parce que ouais. de toute manière, c'est un travail que je voyais dans des cours, dans des formations de négociation. Tu sais, si tu avais à contre-argumenter contre ce point-là, qu'est-ce que tu ferais? Puis c'est le travail que tu ferais de toute Absolument, manière. ça Donc, permet de renforcer tes arguments, puis qu'on parle d'arguments pour faire accepter une idée ou même pour vendre, là, je veux dire. ouais. Et demander à GPT de brainstormer avec toi, c'est quoi les objections, les peurs, qu'est-ce que quelqu'un pourrait trouver à redire à ce texte-là, ben, ça te permet, toi, d'anticiper ces arguments-là puis de les prévenir. Ouais, ouais, c'est Donc, clair. ouais, c'est un bon Euh, compagnon pour ça aussi. Même que Sam Altman, le PDG de OpenAI, parlait de comment il a peur que l'IA devienne, avant de devenir, mettons, AGI ou Super Ouais, Intelligence, un très, très bon, je perds mes mots, mais qui est capable de convaincre les gens, là, que ouais. ça pourrait être utilisé à Ben, ça, c'est clair tort. que tu sais, c'est un gros danger aussi avec les hallucinations. Là, on l'a vu, tu sais, Ouais. l'histoire de l'avocat qui avait fait monter toute sa défense par ChatGPT, qui est très crédible quand il invente des choses, en fait. C'est vraiment le plus gros, un des plus gros dangers, je pense, avec les LLM, c'est ça, là. C'est qu'ils sont extrêmement crédibles, mais de par leur nature, c'est très difficile de les empêcher d'halluciner complètement, tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça, je le vois avec du code. Parfois, ça sort, par exemple, des fonctions en Python et tout. Tout a l'air beau, puis ça roule pas, ça n'existe pas. Donc, ça sort des trucs qui n'existent pas. Puis je me dis, tu sais, dans ce cas précis-là de code, c'est pas dangereux parce que tu le roules, ça marche pas. C'est pas si grave que ça. Mais ouais. quand c'est un argumentaire ou des faits qui sortent, que c'est plus dur à aller vérifier, ça peut être un défi. Est-ce que tu as eu Ah ouais. des problèmes par rapport à ça? Ben moi, je me sers pas vraiment de GPT pour générer de l'information. Je me sers de GPT pour approfondir des raisonnements, je me sers de GPT pour reformuler des choses. Mais quand je lui demande de poser une action, je suis très descriptive dans la marche à suivre, ce dont j'ai besoin, etc., etc. Et je me fie jamais à lui vraiment pour de l'information ou de l'apprentissage. Je sais que c'est controversé, il y a des gens qui adorent faire ça et tant mieux. Euh, mais moi, je le trosse pas, en fait. Je veux dire, je l'ai vu, je suis dans le groupe Discord d'OpenAI, je suis sur Reddit, je vois les affaires épouvantables qu'il peut inventer des fois. Là, quand il a inventé que les étoiles avaient des gènes pour se reproduire, quand il a inventé le skydiving baseball, puis qu'il disait que c'était oui, 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 un sport tout à fait réel. Tu sais. Ouais, Donc, je lui fais pas confiance pour ça. Puis je pense, pour moi, là, le plus gros danger avec l'IA, c'est pas l'IA, c'est le fait que les gens pensent que c'est un moteur de recherche. ouais. Il manque Parce que ça peut d'éducation par l'être. rapport à ça. Ouais, ça peut l'être Voilà. 80% du temps, tu sais. Ouais. Mais c'est un peu similaire à quand j'étais jeune, on disait ah, regardez pas sur Wikipédia, c'est pas une encyclopédie, c'est pas Ouais. Regarde vérifié. les sources sur Wikipédia. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, il me semble qu'il n'y a peut-être même pas de source en début à suivre, mais puis aujourd'hui, tu sais, on est très à l'aise d'utiliser Wikipédia, fait que potentiellement que dans le temps, ça va évoluer. Ceci étant dit, encore une fois, notre ami Sam Altman disait que tu sais, ces engins-là, c'est des cerveaux de réflexion, c'est pas une base de données avec des faits. Absolument. Absolument. Puis je pense que ça, c'est la plus grosse mécompréhension, en fait, par rapport à GPT. Les gens pensent qu'il va chercher de l'information dans une base de données. Quand, dans les faits, il a généralisé de l'information à partir Ouais, de ses apprentissages. Et c'est ça qui le rend créatif. Tu sais, c'est ça qui le rend faillible, mais c'est ouais, ça qui le rend créatif. Puis on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir une IA qui est créative comme ça, qui est capable d'imiter l'empathie, qui est capable vraiment de faire des choses extraordinaires puis en même temps lui demander d'être un moteur de recherche. Tu sais. C'est deux choses différentes. ouais, c'est ça. Mm. Mais en tout cas, tu sais, mettons avec le plugin ou la fonctionnalité externe de Oui, c'est ça. recherche, browsing, ça peut le Puis je faire, mais pense que c'est. ouais. Je pense que ça va être ça un peu le secret. Là. Ça va être d'avoir des safeguards puis des espèces de duos Ouais. qui permettent d'aller valider tu sais, l'information. Mais ouais, on a quand même beaucoup d'éducation à faire vis-à-vis le grand public, mettons, sur c'est quoi les capacités réelles de GPT. Ouais. Parce que la problématique aussi, c'est que souvent, c'est bon. Fait que c'est pas comme si c'était toujours mauvais, qu'il fallait que, tu Non, sais, c'est excellent dans bien des cas. C'est vraiment, puis c'est
Puis moi, tu vois, c'est ça que je trouve drôle, c'est que les gens, en fait, je trouve ça difficile parce que d'un côté, tu as la position des gens qui sont super enthousiastes, adorent ChatGPT, mais croient un peu trop tout ce qu'il dit. Puis de l'autre, tu as des gens réfractaires, en tout cas, je parle pour moi, là, dans mon monde de la rédaction, tu as des rédacteurs qui sont super réfractaires à GPT, puis leurs arguments, c'est jamais les hallucinations, c'est toujours genre, oh, ça sera jamais un humain, il n'est pas créatif. Alors que pour moi, la force principale de GPT, c'est sa créativité en écriture, bien plus que le fact-checking, puis le, tu sais, je veux dire, Ouais. au contraire, il est extrêmement créatif, GPT, là, quand il est bien guidé. C'est super impressionnant, la différence entre GPT 3.5 puis GPT 4 au niveau de la compréhension de nuances dans la stylistique. Il est capable maintenant de faire des rimes riches. Il est capable maintenant de faire des altérations, des assonances. Toutes les figures de style, il peut les interpréter correctement. Il est vraiment bon là-dedans. Là. Il peut se faire passer pour un humain. Tu as sûrement vu passer l'étude où on comparait des réponses de vrais docteurs aux réponses de GPT pour des problèmes de patients. Ouais. Et les gens trouvaient que les réponses de GPT étaient plus empathiques que les réponses des vrais docteurs. Fait que tu vois, moi, c'est un peu ça ma frustration, c'est que je trouve que les gens sont pas très conscients, en fait, de ses capacités. Au contraire, il est super créatif et il est très, très bon pour imiter les humains. Ben, c'est en fait, c'est ça qu'il fait. J'ai déjà entendu, c'est un tape recorder très, très fancy, puis c'est un petit peu ça. Puis par définition, c'est ça. Tu peux trouver les trucs un peu plus génériques, mais comme tu dis, si tu es capable un peu de l'amener à quelque part, il va te sortir des trucs extrêmement créatifs, puis Ah ouais. il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Euh, Tu as parlé justement de gens réfractaires à cette technologie-là. Moi, j'ai peur que ces gens-là, c'est un peu comme quelqu'un euh, Qui qui refuse aurait. d'utiliser un ordinateur Ouais, au c'est début ça. Tu des sais, années 2000. Genre. j'ai déjà eu des gens dans des meetings qui arrivaient avec les fichiers Excel imprimés là, Ouais. là, longtemps. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu dirais à des gens justement un peu plus réfractaires par rapport à l'IA? C'est très difficile de convaincre quelqu'un qui est réfractaire à une technologie comme ça. Puis la raison, c'est que la personne va faire de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'une fois que la croyance comme quoi c'est une mauvaise chose est déjà établie, puis la croyance qu'on n'en a pas besoin est déjà établie, le cerveau va tout faire pour justifier cette croyance-là. Donc, on va aller chercher toutes les raisons. Puis là, je trouve ça drôle parce que souvent, les raisons que les gens m'avancent après, c'est des raisons éthiques, mais jamais les gens vont m'expliquer que pour des raisons éthiques, ils ne sont pas sur Facebook, puis ils ne sont pas sur Instagram, puis ils ne sont pas sur LinkedIn, par exemple. Tu sais. Je trouve déjà qu'il y a une espèce de double standard un Ouais. peu étrange euh, par rapport à ça. Puis aussi, ils parlent comme s'il y avait juste OpenAI et GPT, alors que maintenant, on a quand même d'autres modèles qui sont bons en français. Bref. Mais ouais, fait que je trouve ça vraiment difficile. Puis moi, ce qui me fait peur par rapport au domaine que moi je maîtrise le mieux, qui est la rédaction, c'est que je vois déjà que l'industrie avance à deux vitesses. Comme je forme des rédacteurs, rédactrices depuis plusieurs années maintenant, j'en ai énormément dans mon entourage et je vois la différence entre les personnes qui ont déjà adopté l'IA, qui vont plus vite, qui chargent le même prix, qui vont plus loin, qui apportent plus de valeur, qui ont plus de plaisir aussi à écrire, mais qui ont un output vraiment plus grand. Ouais. Et les personnes qui résistent encore, qui, elles, vont beaucoup moins rapidement, etc., etc. Puis là, je me dis, éventuellement, ces personnes-là vont être complètement laissées derrière. Et ça, j'y crois. Là. Moi, je pense que il va avoir une espèce d'égalisation à un moment donné où l'IA va devenir tellement répandue que ce ne sera plus vraiment un avantage compétitif de l'utiliser parce que tout le monde va l'utiliser, mais ça va être un clair fardeau de ne pas le faire. Et on s'enligne vers ça tranquillement. C'est comme pas utiliser les courriels, mettons. C'est pour Ben, c'est faire de la ça. communication. Tu sais, tout le monde les utilise, pas un avantage compétitif, mais si tu me dis j'ai pas de courriel, ça marchera pas, là. Ouais, puis moi, je vois tellement un potentiel. Tu sais, j'ai des gens autour de moi, ma mère, mon frère sont dyslexiques. Moi, j'ai un TDAH. J'ai plein de personnes autour de moi pour qui c'est difficile d'écrire parce qu'écrire, c'est une des tâches cognitivement qui est la plus exigeante pour le cerveau. Puis j'ai l'impression que GPT, c'est un égalisateur à ce niveau-là aussi. Tu sais, mon petit frère, il parle de vive voix. C'est quelqu'un qui a un bac en philo, là, malgré sa dyslexie. Super intéressant. Tu mets un LLM dans ses mains, puis tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile pour lui de traduire sa pensée en mots, puis d'écrire des longs textes, tu sais, de Ouais. contribuer positivement à l'écrit, à la discussion. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez non plus.
La sensation d'émerveillement aussi que tu as quand tu commences à utiliser GPT correctement et que ça se met à fonctionner, tu sais. Donc, c'est beaucoup comme ça que j'y vais, en fait. J'essaie pour convaincre les gens de faire des démos, de rester réaliste aussi. Ça va être quoi les conséquences si tu ne l'apprends pas, puis de leur dire, même si tu as l'intention de ne pas l'utiliser, il faut quand même que tu comprennes de quoi il est capable si tu veux garder une longueur d'avance sur lui. Puis, on en a un petit peu parlé, mais penses-tu que c'est possible de garder une longueur d'avance sans lui? Moi, je pense que ne pas utiliser GPT, c'est poche. Genre dans la mesure où tu t'imposes du travail supplémentaire puis moins de plaisir, à mon humble avis. Après, je pense que oui, c'est possible de produire des meilleurs contenus que lui. Euh, mais encore faut-il que tu saches c'est quoi ses faiblesses, tu sais, dans quoi il n'est pas bon. Moi, j'ai occupé beaucoup de mon temps à réfléchir à ça. C'est quoi les types de contenus que l'IA n'est pas capable de faire par lui-même? Parce que je vois bien ça arriver qu'éventuellement tout le monde va utiliser l'IA, puis là, on pourra plus se démarquer juste en produisant des contenus que tout le monde est capable de créer avec l'IA. Il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Donc oui, je pense que ça va être possible, mais en même temps, tu es bien mieux de créer ces contenus-là. Moi, j'appelle ça des contenus à valeur humaine ajoutée. Tu es bien mieux de les créer en t'aidant de l'IA pour les bouts que tu peux. Et c'est quel genre de De contenu contenu? ouais, que tu penses qui est Ouais, plus dur à faire avec l'IA? j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Je te partage un peu mes réflexions là-dessus, là. Une des plus grosses faiblesses de l'IA qui va être difficile à corriger, c'est son manque d'intention, dans le fond. L'IA n'a pas d'intention, oui, il va comprendre par le contexte du prompt un peu ce qui se passe, mais ne voit pas dans le futur comme toi puis moi. C'est-à-dire que toi puis moi, quand on fait une tâche, on se projette déjà à la tâche terminée, puis on n'y va pas de façon linéaire. On ne va pas écrire mot à mot tout notre Ah ouais. texte, tu sais. On y va vraiment par morceaux et on fait du back and forth, on revient en arrière. Puis cette espèce c'est très difficile de corriger ça dans les AI parce que de par son fonctionnement, on s'entend que ça reste un modèle statistique ultimement, là, une IA. Il écrit mot à mot, il pense de façon linéaire et même quand tu augmentes la fenêtre contextuelle, les études tendent à montrer que même quand tu as un très, très gros context window, il va quand même focuser beaucoup plus sur ce qu'il y a au début et à la fin du prompt, puis perdre beaucoup, beaucoup d'informations de valeur au milieu. Donc, Ouais. plus un texte est long, moins GPT est capable de le faire seul. Parce que organiser sa pensée sur tout un livre, sur tout un roman, sur tout un argumentaire, c'est beaucoup plus difficile. Fait que déjà là, Je vais dans tout faire ce un qui me... mini aparté. Je vais faire un mini Ouais, aparté par rapport à ça. C'est que tu peux le tester toi-même, ça, ce truc-là. Littéralement, il écrit mot à mot. Et si tu lui demandes, genre, combien de mots y a-t-il dans ta réponse, il ne pourra jamais le dire parce qu'il ne sait jamais, au moment de mettre le nombre de mots, il ne sait pas combien de mots il va avoir. Donc, comme ce que tu expliques, ah c'est ouais. extrêmement intéressant parce que c'est exactement ça. C'est mot à mot, puis plus qu'il avance, puis il ne va pas regarder en arrière après ça ce qu'il a écrit. Puis, Non, ouais. absolument, absolument. Puis c'est tellement différent de notre fonctionnement à nous quand on écrit. Tu sais, n'importe qui, moi j'ai écrit un livre, là, c'est chiant écrire un livre. Puis c'est pas vrai que tu écris ton livre de A à Z, là, ça ne se fait pas, tu sais. Ouais. Donc déjà, il y a ça. L'autre truc, c'est que GPT ne va pas sur le terrain. GPT ne peut pas parler à des humains. GPT ne peut pas. Ben oui, maintenant, il peut parler à des humains, mais il ne peut pas se promener puis avoir l'intention de faire un reportage. Il ne peut pas se promener puis avoir l'intention d'aller faire telle affaire. Fait que moi, je pense que le journaliste de contenu va vraiment gagner en importance. Ce que j'entends par journaliste de contenu, c'est tout ce qui nécessite d'interviewer des vrais experts, tout ce qui nécessite de faire des enquêtes, les études de cas pour les entreprises, tu sais, tout ce qui nécessite d'aller chercher des données sur le terrain, ça va prendre beaucoup de valeur. Parce que GPT n'aura pas accès de base à ces données-là. C'est nous qu'on doit lui apporter pour qu'il nous aide à rédiger notre étude de cas après. Donc, définitivement, il y a ce côté-là. Euh, Fait que ouais, tout ce qui nécessite de la recherche. Il va pas y arriver une anecdote dans le métro, puis qu'il puisse faire un parallèle avec quelque chose d'autre, puis Non, pour absolument. expliquer. Oui, Ouais. tout ce qui est intime, doté de notre expérience, je pense aussi que même niveau SEO, la source d'un texte, donc l'auteur, la personne qui se porte garante du texte, qui est responsable du texte, va prendre beaucoup d'importance. Ouais. Tu sais, il n'y aura plus de blog anonyme qu'on ne sait pas trop qui a écrit le texte parce que là,
tu sais, dans un contexte où l'IA est un outil, ce qui nous reste comme humains, c'est de prendre la responsabilité du fait qu'on a approuvé ce qui est sorti de l'outil. Donc, je pense que l'autrice des textes va vraiment prendre de l'importance aussi dans les prochaines années. C'est une autre de mes prédictions. Puis peut-être, dernière idée là, de contenu à valeur ajoutée, tout ce qui joue avec l'expérience. Fait que d'amener nos contenus plus loin que juste un article de blog, tout ce qui implique de la co-création, de l'interaction, tout ça, c'est des choses où on a besoin d'un contact humain pour que ça se passe et je pense que ça va nous permettre de nous démarquer. Ouais. Potentiellement, ça me fait penser à, par exemple, aussi des expériences qu'on crée juste pour un contenu, par exemple. Tu sais, on peut voir ça sur YouTube parfois, alors des gens, j'ai passé un mois dans ma chambre, j'en sais rien, là, mais tu sais, des trucs que tu fais concrètement pour écrire un texte dessus ou faire une vidéo, ben ça, évidemment, ça ne pourra jamais être généré artificiellement par... ça pourrait être généré, mais ça serait complètement inventé, là. Ah ouais, non, c'est ça. Puis, ouais, mais c'est super intéressant. Ah oui, puis mon dernier type de contenu qui est définitivement difficile à faire pour l'IA, c'est tout ce qui est du thought leadership. Fait que justement, prendre la responsabilité de tes opinions, être un leader d'opinion, apporter du savoir qui est nuancé, qui est teinté de ta perspective sur un domaine que toi, tu maîtrises en particulier, c'est très difficile à faire tout seul avec l'IA. Mm. Ouais, parce qu'ils n'aiment pas vraiment ça non plus, souvent prendre, Position, ouais. ouais, prendre position, c'est pas... Surtout ChatGPT, il y a clairement des guardrails en place pour qu'il soit nuancé dans ses réponses tout le temps, ce qui est ouais, c'est correct. ça. Puis Euh, il va y avoir d'autres, tu sais, il y a d'autres IA, celui d'Elon Musk qui est sorti dernièrement pour être un peu plus un funny ouais. douche, là, ou un peu ce que ça va donner, mais euh, à suivre avec toutes ces autres IA-là. Euh, Je vais faire un parallèle à quelque chose que j'ai vu, que tu as parlé sur les réseaux Ouais. sociaux. Tu as programmé quelque chose avec ChatGPT, puis de ce que je comprends, de ce qu'on discute, de ce que j'ai vu online, tu n'as pas un background tech, là, jusqu'à un certain point. Non, j'ai un intérêt tech, mais j'ai définitivement pas un background tech. Je sais encore un peu programmer en PHP parce que quand j'étais OK. toute petite, j'ai appris à faire des sites web. JavaScript, PHP, mettons, je suis capable de lire un code, mais OK. j'écris pas de code. Je programme pas. Et en fait, j'ai un ami qui a une agence sur le salut, Charles, à l'agence Antilope, et Salut Charles. ils font des publications Facebook hyper simples, toujours un peu dans le même format, pour promouvoir leurs articles de blog sur leurs réseaux sociaux. C'est pas de la grande écriture, là. C'est vraiment Ouais. le contenu qui est mis en valeur, c'est l'article de blog qui, lui, est vraiment un contenu à valeur humaine ajoutée, si on veut parler de ça. Ils font vraiment des contenus très creusés chez Antilope. Mais à partir de ce contenu-là, ils génèrent une petite publication teaser pour les réseaux sociaux. Ouais. Et la personne qui se chargeait de faire ça n'avait plus vraiment l'opportunité de le faire à l'agence. Et donc, moi, j'avais envie de bricoler un espèce de Airtable ou un sheet, je ne savais pas trop au début, où on met des modèles de publications comme ça qui ont été faits avec les articles. Fait que vraiment des duos articles, publication, article, publication. Charles m'en avait fourni plusieurs. Puis je voulais me servir de GPT pour générer automatiquement dans la base de données des nouvelles publications en mettant les nouveaux articles, right? Ouais. Euh, Ce qui est super simple pour Charles, c'est le fun, il clique sur un piton, puis la publication apparaît. Tout était pré-prompté en fait par moi. Et j'avais juste aucune idée comment programmer mon script pour faire ça. C'était comme le morceau qui me manquait. Je savais que c'était possible parce que j'avais vu des gens le faire. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais si j'essayais de le faire écrire par ChatGPT. Et c'était tellement le fun comme expérience, là. J'aurais tellement aimé avoir accès à un outil comme ça, justement, quand j'étais enfant, puis que je suivais les tutoriels du site du zéro pour apprendre à coder en HTML. Tu sais. C'était Ouais, ouais, ouais. glorieux. Puis c'était en C'était quel langage tu as fait ça concrètement? je sais même pas c'est quoi le petit langage du script d'Airtable. J'ai à peine regardé le code. C'est ça que je trouve le plus fou, là. C'est que ça a tellement bien été, en fait, que j'ai pas vraiment lu ce qu'il me donnait en détail. Quand j'avais un code d'erreur, ben là, je lui disais c'était quoi le code d'erreur. Puis là, il me disait, ah ouais, peut-être que c'est à cause de ça, on pourrait tester telle affaire. Bon, ben redonne-moi le code, je retestais comme ça. Puis pour vrai, j'ai à peine regardé les lignes de code en tant que telles. Moi, ma seule job, ça a été de lui décrire très clairement ce que je voulais. Donc, j'ai un Airtable avec tel tableau, tel tableau, tel tableau, telle colonne, telle colonne, telle colonne. Je veux que Charles puisse entrer sa clé API dans tel endroit dans le tableau. Je veux ci, je veux Ouais. ça, fais-le maintenant. Et c'était magique, là. Ça m'a pris quelques heures, je pense,
un dimanche après-midi, puis tout fonctionnait. J'avais un prototype. Très cool, très, très cool. Puis Ouais. je pense que ça montre vraiment à beaucoup de monde que la puissance de l'IA, puis qu'est-ce que ça nous donne comme opportunité, là, je pense que c'est un extrêmement bon Ah ouais. exemple de ce qu'on peut Dès que tu as un faire. peu de débrouillardise, en fait. Ouais. Vraiment, là. Parce que ça, l'affaire, c'est que j'ai fait des expériences comme ça, un peu différentes, dans le sens que j'ai voulu programmer un plugin Chrome, ce que j'avais jamais fait. Puis, tu sais, Ouais. habituellement, je serais parti sur YouTube, je serais allé voir des templates de Chrome, puis tout ça. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Là, je me suis dit, OK, on va essayer de le faire avec ChatGPT. L'affaire, par contre, c'est que si tu te dis, c'est plusieurs heures, ça, c'est pas C'est magique, pas là. automatique. Non, c'est ça. Ben On est non, loin de là, parce ça. que il y a des choses, même à un moment donné, il me disait c'est impossible avec un script Airtable d'appeler l'API d'OpenAI. Et puis là, j'étais comme, c'est pas vrai, regarde, tel autre gars l'a fait, puis j'ai montré le code du gars. Ouais. Là, il m'a dit, ah, là, il a compris. Tu sais, ça, c'est l'affaire que les gens comprennent le moins, je pense, avec l'IA, c'est que c'est une machine à compléter la dictée un peu. Puis la meilleure chose, c'est même pas un prompt, c'est un exemple. Si tu Ouais. as un exemple, il comprend tellement plus vite avec un exemple que si tu essaies de lui décrire ce que tu veux, c'est autant pour de l'écriture que pour du code. Fait que moi, dès que j'ai pu lui montrer, il y avait comme quelqu'un sur Reddit qui avait fait quelque chose de similaire à moi, mais qui était pas exactement ce que je voulais. Mais je lui ai dit, regarde, ce gars-là a fait quelque chose de similaire à moi, voici son script. Puis là, il s'est mis à aller généraliser de l'information de ce script-là que je lui donnais en exemple. T'sais. Fait que c'est ça que je veux dire aussi par le fait d'être un peu débrouillard, c'est que c'est pas non plus code-moi une application de telle façon, puis tu sors le code d'un seul coup, c'est certain. C'est sûr que ça ne marchera pas. Puis c'est un peu dans la même lignée que ce que tu parlais tantôt d'avoir une ligne éditoriale puis d'être capable de penser loin. Il va avoir du mal à créer une grosse app, par exemple, parce qu'il Ouais, écrit mot à mot tout le truc. Fait que t'es mieux de le faire absolument. bout à bout, mais il peut aussi t'aider à structurer ton projet, puis après ça, t'accompagner là-dedans, petit peu par petit peu. Puis effectivement, les exemples, tu sais, à la base, cette technologie-là s'appelle du machine learning. Il faut qu'ils apprennent de quelque chose. C'est pas sûr que ce que tu es en train d'y parler, il va le retrouver dans. Ouais. euh, L'exemple le plus évident que j'ai de ça, c'est une amie récemment qui essayait d'utiliser GPT pour générer des fiches de produits. Tu sais, quand tu as une grosse boutique en ligne, là, c'est plate, rédiger des fiches de produits. Personne ne veut faire ça, sont toutes identiques. Fait que le faire rédiger par GPT, c'était super pratique parce que, euh, ben, crime, après ça, le rédacteur, il a juste à réviser, ça enlève vraiment de la job plate à une pauvre personne. Tu sais. ouais, Fait qu'on on s'est mis là-dessus. Et puis, mon ami avait un problème. L'IA finissait tout le temps par perdre un peu le format qu'elle voulait. Fait que, tu sais, mettons, là, je n'invente un, là, une petite phrase drôle, après ça, les puces bénéfices caractéristiques. Après ça, tu sais, elle avait comme un format comme ça qui était toujours le ouais. même. Puis, elle décrivait dans son prompt à GPT le format. Donc, écris-moi une description qui est comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, à un moment donné, je disais, ouais, mais c'est vraiment jambon d'y aller comme ça. Tu as déjà des descriptions qui sont écrites par des humains. Fait que ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on lui a donné 3 descriptions. On lui a dit, suis le même format pour écrire une autre description. Et là, ça s'est mis à marcher comme par magie. Fait que vraiment, je remarque que les gens n'ont pas le réflexe de lui donner des exemples, puis que c'est ce qui fonctionne le mieux dans bien des cas. Ouais, ouais, c'est clair. Là, de mon côté, quand je construis des softwares avec ça, puis souvent on a besoin d'une sortie d'un output qui est spécifique parce qu'on va le mettre dans un autre bout de code après. Fait que pour ça, formater d'une façon ou d'une autre. La meilleure façon que j'ai trouvée, c'est jusqu'à 3 exemples. Fait que tu lui montres concrètement l'input que tu veux lui donner, l'output que tu veux. Puis Ouais, après ça, je finis aussi par voici l'output, le format de l'output. Et là, j'y redonne aussi le format. Et là, tu obtiens pas des trois. meilleurs résultats. Ah oui, là, c'est le Ouais. jour à la nuit. Si tu fais juste expliquer, c'est plus compliqué. Plus Ben compliqué. oui, c'est ça. Fait que, ouais, s'il y a des gens qui nous écoutent qui essaient de rédiger avec GPT, arrêtez d'expliquer puis montrez. Ouais, mais comme dans la vie, hein, t'es à Ouais, l'école, quelqu'un t'explique, c'est pas clair, tu vois des exemples, puis ben oui, c'est vraiment plus clair. 100%. Euh, je ferai aussi un autre par rapport à des trucs que j'ai vus que tu as publié sur LinkedIn. Tu as parlé dernièrement que toi et ton copain, vous aviez des fois un petit débat par rapport à l'apocalypse des robots. Ça fait un petit peu de pouce aussi sur
Oui, Et absolument. sur le côté, disons, rendre des gens potentiellement obsolètes ou des Oui, jobs absolument. obsolètes, là, tu me dis, tu disais que tu étais le côté Optimiste du couple. optimiste, puis lui, tu es un peu plus pessimiste. Peux-tu me parler Absolument. un petit peu de ton point de vue par rapport au futur du monde avec l'IA? En fait, ce que je racontais, c'est que Marc et moi, on parle de l'apocalypse des robots ensemble depuis qu'on se connaît. Fait que genre depuis 2012. Puis moi, je suis une grande fan de sci-fi, fait que c'est le genre d'affaires auxquelles je pense. Mais tu vois, au début de notre relation de couple, ce qu'on s'imaginait quand on avait nos discussions infernales sur l'apocalypse des robots, c'était des robots physiques qui prenaient la place des ouvriers dans les usines, des infirmières dans les hôpitaux, des serveuses dans les restaurants. Tu sais, c'est ça qu'on s'imaginait en fait. Puis dans beaucoup de science-fiction, quand les robots arrivent, c'est ces jobs-là qui prennent en premier. Tu sais. Et en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui avaient vu venir le fait que l'IA, les emplois qu'elle va impacter en premier, ce sont les emplois créatifs, intellectuels, stratégiques. Donc, les comptables, les architectes, les avocats, les ingénieurs, les rédacteurs, les journalistes. C'est surprenant. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Euh, puis, il y a eu une étude qui est sortie du Pew Research Center qui est comme super intéressante que tu as peut-être vu passer, là, où il montrait, il essayait d'estimer ça allait être quoi l'impact sur certains secteurs de l'emploi de l'IA. Et si tu gagnes aux États-Unis plus que 75 000 par année, tu as plus de chances d'être impacté par l'IA. Fait que Ouais. c'est vraiment des gens qui font des gros salaires qui vont être impactés par l'IA. Mais aussi, les personnes qui n'ont pas de diplôme de secondaire versus les personnes qui ont un bac. Si tu as un bac, tu as 9 fois plus de chances d'avoir un impact de l'IA sur ta job que si tu n'as pas ton diplôme du secondaire. Tu sais. Euh, donc, ça vient vraiment c'est pas les ouvriers là, qui vont perdre leur job à cause de GPT, entre guillemets. C'est vraiment des emplois bien payés qui vont être impactés. Est-ce qu'ils vont perdre leur emploi? Moi, je pense qu'une partie, oui, honnêtement. Là. Je pense qu'une partie, oui, on n'a pas le choix. Puis pourquoi ma vision est optimiste? C'est parce que moi, j'espère que on va utiliser cette révolution-là pour occuper le temps des humains à créer plus de valeur, en fait, pour occuper le temps des humains à apporter des choses dans la société qui, justement, sont humaines, qui, justement, bénéficient de notre apport. Et j'ai cette vision-là d'un monde où, à cause des robots, à cause de l'IA, on travaille moins, mais on travaille mieux. On a Ouais. plus de temps à passer avec nos proches et tout va bien, tu sais. Alors que mon copain a la vision beaucoup plus pessimiste, où c'est une petite élite, finalement, qui profite de ce changement-là. Puis Mais je est-ce que ça peut pense être les deux? Est-ce que ça pourrait être les deux? ça risque d'être les deux parce que dans la vie, tout n'est jamais blanc ou noir. Mais je pense qu'en s'y intéressant puis en éduquant des gens là-dessus, en tout cas, on aide davantage de gens à être prêts à ce changement-là, puis à peut-être sauter sur l'occasion, puis s'en sortir mieux, en fait, que si jamais on s'enfonce la tête dans le sable puis on fait semblant que ça n'existe pas. Tu sais. Ouais, c'est clair, là, on en parle. J'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça. J'ai un background en fait en sciences économiques. Et Mm. ce qu'on dit souvent, ben, la logique était jusqu'à récemment que deux tiers des revenus de l'économie allaient aux travailleurs, comme en salaire ou Ouais. en autres, et un tiers allait ce qu'on appelait au capital, pour genre rémunérer le fait que des gens ont mis de l'argent, ou plus concrètement, si tu veux creuser un trou, ben, il faut une pelle puis un travailleur, puis euh, tu- le coût de creuser un trou va aller à deux tiers au travailleur, un tiers à la pelle jusqu'à un certain point, euh, Ouais. rapidement. Mais là, ça pourrait venir changer tout ça parce que des gens pourraient utiliser l'IA à la place de travailleurs, vraiment venir remplacer. Et Ouais, si puis les gens ne ce s'adonnent pas. danger-là, il est réel, tu sais, puis je veux pas faire peur, là, mais je veux dire, moi, le problème en rédaction, c'est que les gens sous-estiment l'IA. Les gens pensent que l'IA ne pourra pas les remplacer parce qu'ils sont dons humains puis tout le kit, mais des rédacteurs qui font du travail médiocre, là, il y en a plein. Tu as juste à chercher n'importe quel mot-clé qui rank sur Google, là, puis lire les premiers articles qui sortent en haut. Là. Puis souvent, c'est du paraphrasage de généralité. Il n'y a pas tant de contenu de grande qualité qui est rédigé par des humains, OK? Puis du contenu de qualité moyenne, GPT peut le faire plus vite que nous. Ouais.
Fait que Ça, c'est je sûr. pense que pour se démarquer, si tu crées du contenu ou si tu es rédacteur, moi, c'est le domaine que je maîtrise le mieux, on s'entend, c'est important de commencer à créer des contenus qui ont une plus grande valeur que ça, en fait, puis réellement d'injecter de la pensée critique, puis toutes les qualités humaines que l'IA n'a pas dans ton travail. Parce que si tout ce que tu fais, c'est, par exemple, tes rédacteurs SEO, ton client, il te donne des mots-clés, puis tu écris un texte un peu boboche après avoir fait une recherche Google, GPT peut faire mieux que toi déjà à ce jour, le 9 novembre 2023. Là. C'est une réalité. Là. Puis ça va juste aller en s'améliorant ce côté-là. Absolument. Potentiellement qu'on. Parce qu'il y a aussi l'autre côté de l'équation qui est qu'avec le fait qu'on pourra écrire ou d'autres tâches plus rapidement, ben, ça va diminuer le coût. Puis après ça, ben, peut-être que plus de gens vont en consommer. C'est si on pense par exemple à des applications web, j'en sais rien. Si le fait qu'on est capable d'en créer plus facilement, que ça coûte moins cher, ben, peut-être des firmes qui vont aller en acheter, puis ça va faire des nouveaux emplois. Comme un peu, on peut penser qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont des sites web. Puis si tu avais dit ça en 2003, je ne sais pas, que mon fleuriste aurait un site web, ça avait souvent pas de sens dans ce temps-là. Puis, en tout cas, la roue Ouais. tourne et on a toujours réussi à trouver quelque chose à faire. Mais c'est ça qui est dur à. C'est la transition qui est tough. C'est pas le Ouais, c'est ça. futur. Puis, tu sais, moi, j'ai pas peur pour les personnes qui sont allumées. J'ai pas peur pour moi, tu sais, en voulant Ouais. dire que moi, ça m'émerveille, ça me fait triper, puis je m'imagine juste toutes les choses que je vais pouvoir créer, que j'aurais pas créées avant par souffrance, par procrastination, par tous les éléments de l'écriture qui me font chier. Puis là, je vois ces obstacles-là disparaître un à un avec GPT. Tu sais, maintenant qu'on peut dessiner un brainstorm, il pitcher ça, il comprend mon brainstorm, on est parti. À cette heure, je peux lui donner du contexte de vive voix pendant que je suis dans mon bain. Puis quand je sors de mon bain, je m'en vais à l'ordi, puis je continue à l'écrire mon texte. Tu sais, c'est épique, là. Je trouve Ouais. ça absolument génial. Fait que j'ai pas peur pour ces gens-là. Ce que je trouve dur, c'est les gens qui vont être laissés derrière parce qu'ils n'ont pas cette curiosité-là. Ouais, fait que je pense qu'on a aussi une responsabilité, si on est allumé sur ces affaires-là, de peut-être réveiller les gens dans notre entourage qui n'ont pas cette facilité-là de s'intéresser à ce qui est nouveau, tu sais. Ouais. Puis, ouais, c'est en grande partie pour ça que j'en parle beaucoup. Peut-être que l'avantage, par contre, avec cette technologie-là, c'est qu'elle va être beaucoup plus facile d'accès plus ça Absolument. va aller. Fait que, tu sais, Moi, peut-être que le même chiffre si t'as que des je pour mets, compte. là, c'est 4 à 10 heures. Que je remarque, là, j'ai introduit beaucoup d'amis à ChatGPT. J'ai fait des cours privés à des amis qui étaient réfractaires, qui voulaient rien savoir de ça. Ouais. Et pour mes utilisations à moi, fait que vraiment comme un co-créateur, quelqu'un qui t'aide à organiser ta pensée, à écrire, etc., 4 à 10 heures. Puis après, ils deviennent amoureux, là, tu sais. Je veux Ouais, dire, ouais, ouais. c'est vraiment 4 à 10 heures. Il n'y a rien là, là. Si on te dit, hey, tu mets 10 heures de ta vie dans cette compétence-là, puis tu vas devenir tellement plus efficace, pourquoi résister? Non, c'est ça. Puis après Ouais. ça, tu vas juste apprendre. Tu sais, c'est aussi assez intuitif, là. C'est presque discuter justement avec quelqu'un. Fait que tu Ouais. vas apprendre à faire des meilleurs prompts un petit Puis, peu. puis tout le Puis, monde n'aura pas la même utilisation. Tu sais, si je regarde en écriture, moi, je ris tout le temps parce que tout le monde dit que son utilisation principale de GPT, c'est pour brainstormer. OK? ouais. Puis moi, j'en ai déjà trop des idées, là. Je ne vais pas utiliser GPT pour sortir encore plus d'idées que celles que j'ai déjà trop dans ma tête, tu sais. Donc moi, je l'utilise pour synthétiser. Je lis beaucoup d'études scientifiques pour synthétiser des grands textes, pour organiser ma pensée, pour contre-argumenter, pour approfondir des choses, pour... des fois, là, je ne suis pas parfaite avec l'écriture inclusive, fait que je me suis fait un prompt pour qu'il réécrive mes trucs corrects en écriture inclusive, tu sais, ce genre d'affaires-là. Mais je veux dire, chaque personne dans son processus, peut intégrer cet outil-là qui est extrêmement flexible à sa façon. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment glorieux. Je comprends. C'est exact, ouais. C'est ça l'objectif, en fait. Ouais. Euh, As-tu vu passer les GPTs ou Yes, j'ai commencé mon premier ce matin. Ah, super, t'as accès. J'ai pas encore accès, moi. Ben oui, j'ai accès depuis un matin. J'ai un peu crié. Yes! J'étais vraiment contente. Ça Ah, j'ai bug un peu. accès. J'ai accès maintenant. Je viens d'avoir accès. Ouais, En je pense ondes. qu'ils ont donné accès à beaucoup de monde depuis ce midi, là. Ouais, ouais, Fait ouais, que ouais. c'est vraiment cool. J'ai commencé justement à en créer un qui va réécrire avec le point médian vraiment facilement puis proposer des alternatives épicènes à des termes parce OK. que c'est un espèce de long prompt que j'ai déjà, dont je me sers souvent.
Puis je me disais, hey, ça va aider beaucoup de rédacteurs, Ouais, rédacteurs, c'est ça. Puis tu rédactrices. peux, de ce que je comprenais avec la présentation, tu vas pouvoir les mettre disponibles à tout le Ouais, c'est monde. ça, disponible à tous. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir les monétiser aussi. Tu sais, ça, je trouve ça très excitant. Je trouvais que le modèle d'affaires était déjà super intéressant du côté de Pau. Puis là, ChatGPT Ouais. leur a un peu volé l'idée, mais c'est du génie, là. J'ai hâte de voir ce que les gens vont créer avec ça pour Ouais, vrai. ouais, j'avais eu cette idée-là au printemps. J'ai acheté le domaine mygptapp.com, puis j'ai découvert Poe, puis là, j'étais genre, oh boy, si je pars à faire ça plein temps, je vais me faire couper l'herbe sur le pied. C'est trop général là, comme use case, mais ouais, je pense que Ouais. ça va tuer, ça va tuer Poe, là, probablement. C'est ça qui est plate parce que pour l'avantage, c'est que tu as accès à plusieurs modèles. Ouais. Ça, moi, c'est pour ça que je reste abonné, tu sais, c'est parce que je veux rester à jour aussi Peut-être tu peux avec ce qui expliquer se c'est passe quoi avec. Poe pour les auditeurs. Oui, absolument. Donc, poe.com, c'est un logiciel qui a été créé par Cora, donc le logiciel de questions-réponses, qui permet d'interagir avec plusieurs modèles, donc plusieurs modèles de langage comme GPT différents. Ils ont un abonnement payant qui est à peu près au même prix que ChatGPT et ChatGPT+. Puis, en fait, la grosse différence, c'est qu'au lieu de juste parler à GPT, tu peux interagir avec Llama de Meta, tu peux interagir avec Claude, le modèle d'Anthropic. Bon, il y en a une shitload, en fait, là. Et l'interface est vraiment bien faite, c'est super bien développé, c'est le fun de pouvoir tester plusieurs modèles d'IA différents. J'ai quand même des gens dans mon entourage qui s'en servent, justement, des personnes, disons, qui n'aiment pas OpenAI pour des raisons éthiques ou des choses comme ça, puis qui veulent utiliser d'autres modèles. Fait que c'est intéressant, mais c'est eux qui ont eu l'idée en premier de pouvoir créer des espèces de robots personnalisés, ce qui était vraiment du génie et maintenant, ChatGPT les imite. Ouais, Ouais. c'est ça, tu peux comme avoir tes. Puis je sais pas si tu vas pouvoir avoir tes documents comme ChatGPT dans Poe. En ce moment, on ne peut pas encore, mais probablement que là, ils vont l'ajouter. Là, moi, c'était la fonctionnalité que je trouvais la plus excitante des GPT de ChatGPT, c'est qu'on peut faire des appels via l'API à d'autres API. On peut, euh, on peut mettre des documents de référence. On peut. Ça, c'est fou, là. C'est fou. Je veux dire, moi, je suis copywriter. J'ai plein de formules, là. J'ai des formules de titres. J'ai des formules, là. Je me disais, je pourrais faire un robot qui écrit des titres. Je pourrais faire un robot. Ouais, C'est ouais. comme tellement excitant de pouvoir prendre tes connaissances comme ça, puis ouais, les transformer en quelque chose qui est super intuitif, super accessible à n'importe qui après. Ouais, Ouais, c'est ça, exact. délicieux. Tu peux faire tu peux avoir accès aussi à l'API de Code Interpreter pour créer du code, tu vas pouvoir avoir accès. Là, je vois que je ne l'ai pas, mais j'imagine qu'on va avoir accès à Vision aussi pour mettre Ouais, des. à Dali. Entre autres, tu peux utiliser Dali pour créer des trucs. OpenAI, je sais pas si tu as été voir un peu les modèles qu'eux ont fait pour donner des exemples, là, mais ils en ont fait un en collaboration avec Sticker Mule. OK, La je connaissais compagnie qui pas. permet de commander des gommettes, des stickers, en fait, OK. personnalisés. Puis c'est vraiment cool parce que tu jases avec l'IA, tu lui dis quel genre de sticker tu veux, il crée l'image avec Dali aux spécifications que ça prend pour commander des stickers sur Sticker Mule. Puis après ça, il crée ton bon de commande sur Sticker Mule et tout. OK, OK, C'est du cool. génie, là. Ben, j'ai vraiment l'impression que c'est genre une réponse à leur plugin qui n'a pas nécessairement si bien marché. Ouais. Fait que ça, ils refont quelque chose d'autre avec ça, qui était plus complexe. C'était pas monsieur, madame, tout le monde qui pouvait créer un plugin, évidemment. Mais Ouais, les puis les marques n'ont plugins, pas tant d'inventaire. Ouais. c'était clunky, les plugins. Puis je trouve ça vraiment plus intelligent de créer un GPT comme ça qui est pré-prompté, qui est pré-contextualisé, qui sait déjà ce qu'il est en train de faire. Tu sais, il y a Ouais. vraiment des choses délicieuses qu'on va pouvoir faire avec ça. Là, écoute, moi, j'ai plein de side projects d'IA, là. Là, j'ai envie de m'automatiser un blog, là, parce que je me dis, du côté anglophone, il est peut-être déjà un peu trop tard pour faire ça. Tu sais, les Ouais. early adopters ont déjà commencé à jouer avec ça de cette façon-là, mais j'ai envie de faire juste une étude de cas, genre je suis capable en francophonie de faire un blog sur un sujet niché où je n'ai aucune intervention, puis où tout se crée et se publie tout seul avec OpenAI, tu sais. Euh, Tu vas utiliser WordPress ou c'est quoi ton Ghost, idée? probablement. Je sais pas OK. si tu connais Ghost, Non, qui je est comme connaissais pas. c'est une micro-plateforme de blogging qui est toute en JavaScript, fait que ça charge super vite, c'est très bon pour OK. le SEO. Et c'est sur Zapier.
Moi, je suis Fait que tu peux le no-code. connecter, c'est ça. Absolument. Fait que je peux tout connecter. Ça, c'est un de mes side projects, mettons, OK, de très cool. plaisir. Très, très cool. All right. Écoute, ça faisait un peu le tour de mes questions. Merci beaucoup pour ton temps, Alexandra. Ben, merci à toi pour l'occasion, l'opportunité d'en jaser. C'était bien le fun. Euh, Puis, s'il y a c'est des toujours. rédacteurs qui nous écoutent, allez jouer avec GPT un peu, là. Oui, effectivement, les jeux avec GPT, j'ai vu aussi que t'avais une formation qui s'en venait en décembre. Je ne sais pas si tu veux Ouais, en parler un peu en absolument. partir. C'est la deuxième fois que je donne un atelier sur l'IA pour les rédacteurs. L'an passé, ChatGPT est sorti une semaine avant mon atelier, puis j'ai bien ri parce que c'était comme la révolution en même temps. Mais voilà, donc le 6 décembre, je donne un atelier sur l'IA qui s'appelle La machine à écrire. Je suis facile à trouver sur LinkedIn. Je t'enverrai le lien Je si vous le mettrai, désirez, lui. oui, je mettrai le lien en description. Euh, merci beaucoup, puis c'était super plaisant de t'avoir sur le podcast. Merci à toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Keb GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager la bonne nouvelle. Je suis un peu le Jésus-Christ de l'IA. Ouais, pas vraiment, là, mais whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com, donc QUEBGPT.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain épisode du podcast. Salut là!